d'Infomag avec une page spéciale, je vous le disais, Elisabeth Noir reçoit Gilbert Thuénon, le premier vice-président de l'Union calédonienne. Gilbert Thuénon, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation, même si on sait que vous avez des obligations au gouvernement le mercredi matin, pour revenir sur le récent congrès de l'Union calédonienne et sur les résolutions qui ont été adoptées. À l'actualité politique, c'est aussi bien sûr la visite attendue de Gérald Darmanin et de Jean-François Carenco, les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer qui arrivent lundi en Nouvelle-Calédonie. Alors, l'Union calédonienne va les rencontrer, vous allez les rencontrer, vous, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Le plus important pour nous, c'est bien entendu de rencontrer ces plus hauts responsables de l'État, parce que nous souhaitons quelque part avoir des explications claires avec ces représentants-là. C'est pas pour, en quelque sorte, repartir sur des bons pieds avec eux, en quelque sorte. Et pour nous, il s'agit essentiellement de bien préparer les bilatérales, les réunions bilatérales que nous demandons depuis longtemps. C'est pour parler méthode, c'est pour parler questions qui seront abordées au cours de ce bilatéral-là. C'est pour en quelque sorte clarifier et puis éclaircir les chemins qui vont nous occuper dans les semaines, voire dans les mois à venir. On peut pas décemment engager des discussions au plus haut niveau de l'État si nous ne levons pas quelques contentieux qu'on a eus avec eux. Et en levant ces contentieux, c'est aussi quelque part pour nous la question de rétablir la confiance avec l'État. Parce que c'est une confiance qui a été brisée depuis la troisième consultation. Au cours du 53e congrès, certains militants ont été amenés à parler d'humiliation, en quelque sorte. Donc il faut rétablir les chemins du dialogue, il faut être d'accord sur les questions qui vont être abordées, avec qui ça va être abordé, comment ça va être abordé. Et puis clarifier le fait que nous, quand on réclame des bilatérales, c'est pas une réunion. C'est une série de réunions pour... c'est tout un cycle de réunions. C'est tout un cycle de travail qu'il va falloir engager dans la sérénité, engager avec une confiance retrouvée. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir que l'on partage avec les ministres la semaine prochaine. Alors vous dites repartir du bon pied, parce que la dernière fois, quand le ministre chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, est venu en Nouvelle-Calédonie, il est parti rassuré en disant qu'a priori tout le monde lui avait dit qu'il viendrait à Paris, vous n'êtes pas venu. Il s'est passé quoi? C'était un malentendu? Il vous a pas compris? Vous n'avez pas été clair? Non, parce que nous avions effectivement indiqué à M. Jean-François Carenco que, pour ce qui nous concerne, parce que nous étions en délégation à FNKS, il faut le rappeler. C'est la première fois que le FNKS allait à la rencontre des ministres sur ce format-là. Auparavant, c'était soit les groupes du Congrès, soit les partis politiques, chacun de son côté en ordre et dispersés en quelque sorte. La rencontre qui a eu lieu au commissariat a eu lieu suite à une demande formulée par le bureau politique du FNKS. Et à cette instance du FNKS, les échanges ont été très clairs. Autant nous avons validé effectivement la nécessité de reprendre les dialogues comme je venais de l'indiquer là. La parole qui a été donnée au ministre Carenco, elle n'était pas formulée sous certaines conditions en quelque sorte. Et la première des conditions, c'était de dire qu'il faut que cette réunion elle soit préparée à l'avance. Et on avait dit de manière très claire, et ce que je ne comprends pas, c'est qu'autour de M. Carenco, il y avait un certain nombre de conseillers, à la fois du ministre, de la première ministre, même un conseiller du président de la République, mais ils n'ont pas entendu ils ont entendu qu'une partie des discussions, ils n'ont pas entendu les conditions. Et les conditions, c'était qu'avec le haut-commissaire ici, nous préparions cette rencontre à Paris. Et c'était, encore une fois, sur l'ordre du jour, sur le format, sur les sujets abordés. Et compte tenu du fait que on a entendu une partie des échanges par l'autre, voilà, le résultat des courses... Vous n'étiez pas à Paris. On n'est pas à Paris. On n'est pas parti à Paris, et puis voilà. Cette fois-ci, vous rencontrez les ministres en format Union calédonienne. Le Palais les rencontrera de leur côté. C'est pas un format FLNKS. Ça peut changer les choses? Non, parce que disons que, comme nos congrès respectifs l'ont indiqué,
la bilatérale elle sera confiée au FLNKS. Parce que c'est le FLNKS qui a signé l'accord de Nouméa. Bilatéral de décolonisation, vous les appelez. Bilatéral de décolonisation. Tout ce que nous disons à l'Union calédonienne, c'est que notre souhait, notre volonté, au-delà du FLNKS cette fois-ci, c'est d'amener à l'ensemble des nationalistes à nous rejoindre dans ces discussions qui vont s'ouvrir. Ça veut dire au-delà du FLNKS, les autres partis indépendantistes. On indique, voilà, le FLNKS fera certainement un congrès en fin janvier, mois de février. Mais après ça, on souhaiterait qu'on fasse un congrès populaire pour que le Parti travailliste, la dynamique autochtone, voire la DUS nous rejoignent, l'USTKE, ceux qui, dans ce pays, militent pour l'indépendance de notre pays. Et il faut qu'on rassure, en fait, l'ensemble des agriculteurs que personne ne soit mis à l'écart de ces discussions-là. Parce que par le passé, c'est comme ça que ça a été fait. Quand Jean-Marie Tjibaou a pris la responsabilité à l'époque d'aller signer les accords l'accord de Matignon, il faut se souvenir qu'après ça, il y a eu Oudinot, il y a eu la suite. Et cette suite-là, l'Union calédonienne, à cette époque-là, avait souhaité amener l'ensemble de la mouvance indépendantiste. Et c'est ce qu'on souhaite refaire là. Ça veut dire que dans un premier temps, les partis politiques ont fait leur congrès, à la fois nous, le PALICA à la même période, il reste les congrès de l'UPM et du RDO. Après, on ira au congrès FLNKS et on souhaite, derrière ça, ramener toute la mouvance indépendantiste et nationaliste au mois de février pour pouvoir... ça veut dire qu'il n'y aura pas de discussion bilatérale avec l'État avant mars-avril. C'est un peu le timing qui est le nôtre. Nous disons qu'il faut attendre le mois de février pour ouvrir les bilatérales avec l'État. Dans l'attente, on va rencontrer le ministre pour préparer ça. Comment est-ce que vous arriverez à avoir une position commune déjà du FLNKS en janvier ou février, puis avec le Congrès populaire, quand on connaît quand même les prises de position très différentes qu'il y a eu entre l'UC et le PALICA à l'issue de leur congrès. Déjà, vous parlez de pleine souveraineté quand eux parlent d'indépendance avec partenariat. Le PALICA a l'air de dire qu'eux, ils sont prêts à discuter avec l'État, alors que vous mettez les conditions que vous venez de mettre. C'est une question. Vous allez arriver à trouver une position commune ? Je pense que ce sont des détails. En quelque sorte, c'est le timing que l'on met dans le processus qui va débouler là. Pour nous, l'Union calédonienne, pour mémoire, je le rappelle que nous avons été porteurs par le passé de cette idée d'indépendance. Mais c'était indépendance association. À une époque, c'est Edgar Pisani qui l'a porté. Mais derrière ça, c'est quoi ? C'est l'idée de dire qu'il n'y a pas de rupture avec la France. C'est ça qu'il faut retenir. Le combat indépendantiste, c'est pas un combat de rupture vis-à-vis de l'État colonial. C'est, je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de haine de la part du peuple kanak vis-à-vis du peuple français. Il n'y a pas de haine. Je veux dire, on est dans la poursuite d'une histoire qui, à un moment donné, a réuni la France avec le peuple kanak. On poursuit cette histoire-là. La question du partenariat, comme la question de l'association qui était portée à l'Union calédonienne, elle est un fait, en quelque sorte. Je vais donner simplement un exemple. Ce pays, il parle français. C'est la langue, quelque part, vernaculaire du pays. Et la langue française restera. La culture française qui fait qu'on aime, par exemple, le vin, qu'on aime la gastronomie, qu'on aime, ce matin, l'équipe de France de football. Que vous soutenez. C'est le fond de la culture, ça. Le niveau diffère aujourd'hui entre nous et les PALICA. Eux, ils disent il faut poursuivre l'indépendance, elle se négocie dans le partenariat en continu. Nous, on dit non, nous, on veut d'abord poser le top, là. Le jour de l'indépendance, c'est tel jour. Pour nous, c'est 2025. Il faut ne plus transiger sur ça. Et puis, normalement, on s'engage dans ces interdépendances. Voilà, parce que vous avez parlé d'interdépendance. Mais vous disiez que les interdépendances, c'était pas seulement avec la France, que ça pouvait être avec tous les pays. Mais c'est... Alors que là, vous êtes en train de nous dire que c'est quand même c'est la vie avec de tous la les France. Jours. Ça, c'est la vie de tous les jours.
Le gouvernement, là, vient de négocier un accord avec le Vanuatu. Nous avons signé un mémorandum pour négocier ces partenariats avec la Polynésie française. Ce matin même, le gouvernement vient d'adopter un arrêté qui autorise le gouvernement à travailler avec le gouvernement de Fidji pour voir comment on peut s'entraider sur la question mine, par exemple. Voilà, c'est de tout ça dont il s'agit. Mais quand vous Donc parlez c'est une question de timing, et c'est essentiellement, mais ce que je retiens des deux congrès, à la fois Union calédonienne et Palika, c'est que l'outil pour aller à la rencontre pour le bilatéral, c'est le FLNKS. Et sur ça, on est d'accord. Le problème, c'est la date aussi de 2025. Le Palika, lui, a l'air plutôt de dire 2029. Mais le problème, c'est qu'il y a eu entre-temps trois référendums à l'issue desquels le président de la République a déclaré la Calédonie restera donc française. L'indépendance, vous êtes carrément hors timing, là. Ça ne correspond pas à la volonté de la majorité des Calédoniens, et vous le savez. Oui, justement, c'est pour ça qu'on a besoin de ces bilatérales-là. C'est pour s'entendre sur tout ça, là. Parce que nous, on va le rappeler au Premier ministre, on va le rappeler à Darmanin notamment, et à Macron s'il le faut, que les choses avaient été actées dans un comité des signataires en 2019. Et l'une des choses qui ne va pas... La date du référendum. C'est la date du référendum. Nous avons acté des choses. Qui a marché sur cette date-là? Ça n'avait pas été acté, ça avait été dans les déclarations informelles, ça n'avait pas été acté dans une conclusion de comité des signataires. Qui a piétiné ces discussions-là, ce n'est pas le FNKS, c'est l'État français. Et ça, c'est pas normal, ça. Parce que normalement, quand on s'entend, jusqu'à preuve du contraire, le comité de signataires, quand il donnait des orientations, on s'y tenait. Donc voilà. Vous êtes toujours bloqué sur ce troisième référendum, vous le contestez, vous en contestez toujours les résultats? Toujours. Nous n'accepterons jamais le résultat du troisième référendum. Et vous demandez l'organisation d'un nouveau référendum, ou vous attendez l'aboutissement des procédures juridiques qui sont en cours? La différence avec nos camarades du Palika, c'est qu'eux, ils demandent un troisième, un référendum pour sortir du processus. Nous, ce que l'on dit, c'est que compte tenu de l'esprit de l'accord de Nouméa, compte tenu de ce qui a été acté et entendu dans l'accord de Nouméa, y compris la vocation de la Nouvelle-Calédonie à accéder à la pleine souveraineté, nous on dit aujourd'hui... émancipation, c'est pas mis pleine souveraineté. Oui, je vais un peu trop vite là. Oui. Et vous savez que les mots ont leur poids. Mais vous savez que le mot émancipation a été remplacé, est venu remplacer le mot indépendance à la demande de Jacques Lafleur. Mais voilà, on sait de quoi on parle quand on parle de plein d'émancipation. Vous ne parlez pas tous des mêmes choses. Parce qu'on peut penser que la langue française est tellement riche que voilà, il y a... Absolument. C'est pour ça qu'il faut être précis sur les mots qu'on utilise. Voilà. En attendant, mais l'esprit est là. En attendant, lors du 53e congrès, Daniel Goa a été réélu, alors qu'il y avait eu, comme à chaque fois, mais peut-être encore plus que d'habitude, des doutes sur sa réélection. Vous-même, vous avez été réélu premier vice-président. Rien ne change à l'UC. Vous gardez les mêmes. On vous reproche parfois de ne pas faire le saut de génération qu'ont fait d'autres. C'est une vieille dame. L'UC La Calédonienne est une vieille dame avec un état d'esprit, avec une manière de faire, moi, j'ai bien apprécié ce congrès-là, parce que malgré le fait que... moi-même, on m'avait proposé candidat à la présidence. Il vaut mieux garder, les manières de faire à l'ancienne, là, qui consiste à dire que pour l'heure, nous avons un président. L'Union calédonienne parle de solidarité, parle de discipline. Donc voilà, on a souhaité, même s'il y a eu des candidats contre le président. Dont Rocco Mitan, ce qui a été un peu étonnant aussi. Voilà. Nous, ce qui concerne l'équipe qui est sortante, on préserve une façon de faire, on préserve un état d'esprit, et c'est ça qui vaut pour le moment. Voilà. Daniel Goa n'est pas seul. Il est le président, c'est lui qui représente le parti aujourd'hui, mais derrière lui, il y a une équipe, et c'est cette équipe-là qui a été reconduite à la tête de l'UC. Alors Daniel Goa, qui est un peu sur la sellette, vous le savez, pour les propos qu'il a tenus, c'est souvent le cas, hein. Il a des discours au ton, parfois souvent un peu outrancier, ou en tout cas qui choquent ses interlocuteurs. Là, cette fois-ci, c'est la petite phrase « sortir par une décision unilatérale du processus de décolonisation et de l'accord de Nouméa aurait des conséquences irréversibles sur la paix dans ce pays ». Beaucoup de gens y ont vu un chantage à la violence, une menace sur la paix. De quoi il s'agit? Vous le savez que ça a été condamné par plusieurs, par le comité des sages, par la Ligue des droits de l'homme, par les loyalistes évidemment également. Comment est-ce que vous interprétez-vous ces propos? Nous, s'agissant
de comité des sages, nous, on a eu à leur répondre. Hein, voilà. Simplement pour indiquer que ce n'était pas du tout un appel à la violence. Hein. C'est pas du tout ça. C'était une alerte. Hein, pour dire que simplement les causes produisent les mêmes effets. Hein. D'autres personnes aiment bien citer ce qui est souvent dit, qu'un peuple qui méconnaît son histoire est condamné à le revivre. Nous, on dit simplement, à l'Union calédonienne, c'est que nous avons signé pour la paix et le dialogue. Et nous avons signé avec un certain nombre de fondamentaux. Hein. Et ces fondamentaux-là, il ne faut pas les remettre en question. C'est simplement ce qui a été dit à ce congrès-là. Nous, on dira à la délégation du gouvernement français la semaine prochaine que l'une des conditions de la paix en Nouvelle-Calédonie, et ça c'est les accords de Nouméa et de Matignon, il s'était indiqué. Le titre premier des accords de Matignon-Oudinot, c'était la condition de la paix durable en Nouvelle-Calédonie, 2 points, l'impartialité de l'État et au service de tous. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'État est devenu partial. L'État a choisi son camp dans ce pays, c'est pas bon pour la paix. L'État a un certain nombre de partisans en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui qui clairement se sont déclarés être des partisans du mouvement que conduit Emmanuel Macron, on l'a vu, et ça c'est pas bon pour la paix. Nous le répétons simplement. Mais quand vous dites c'est pas bon pour la paix, ça veut dire que vous êtes prêt, entre guillemets, à refaire la guerre, à revenir sur le terrain? L'histoire ne démarre pas ailleurs que dans la condition de la paix durable. L'histoire démarre comme ça. La paix durable en Nouvelle-Calédonie, 2 points, l'impartialité de l'État. Et c'est ça qu'il faut maintenir. Et au service de tous. L'État en Nouvelle-Calédonie ne doit pas être au service d'un parti, d'un groupe de personnes, d'un tel ou tel. Il doit être au service de tous ici. C'est comme ça que ça a parti l'histoire. Et ça, l'Union calédonienne a signé ce papier-là. L'Union calédonienne a fait des sacrifices pour ça. Nos responsables ont perdu la vie à cause de ça. Parce qu'ils se sont engagés là-dedans. Le président Goa, il est l'héritier de cette histoire-là. Il est héritier de cette parole-là. Et nous, on ne comprend pas pourquoi l'État choisit son camp ici. Pourquoi l'État n'est pas au service de tous. Mais rassurez-vous, on le dit tous les jours, on le dit aux représentants de l'État ici. Et c'est nouveau selon vous? Parce que pendant très longtemps, les loyalistes lui ont reproché également de prendre parti ou d'être équidistant, ce qui n'était pas non plus dans le sens de ce que souhaitaient les Calédoniens. À l'époque de la puissance du rassemblement de Jacques Lafleur ici, c'était le cas. Même si l'État était impartial. Était, affilié à un groupe politique en France, c'était pas le cas ici. L'État savait être impartial. Et le message a toujours été clair. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors justement, avec vos partenaires locaux, vous en êtes où? Vous avez signé avec eux, Matignon, Nouméa. On a l'impression qu'aujourd'hui, la rupture est consommée, vous parlez plus, vous discutez plus. Est-ce que c'est pas aussi avec eux que vous devez construire l'avenir de la Calédonie? Est-ce que c'est pas l'engagement que vous avez pris à Matignon et à Nouméa? Oui, c'est avec eux. Mais construire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ça commence par sortir le pays de la difficulté dans ces vautrés-là. C'est le RUAM. C'est le financement des collectivités publiques. Et tout ça, quelque part, on est tous responsables de la situation. Là. Donc avant de parler de l'avenir du pays, il faut faire de telle sorte qu'on y arrive. Là. On a proposé un cheminement à faire ensemble. C'est de réformer le système de santé calédonien. C'est de réformer la fiscalité calédonienne. C'est sur ça qu'on attend. Parce que c'est bien beau de parler de l'avenir. Mais sauf que l'année prochaine, comment on va faire pour payer nos hôpitaux? Comment on va faire pour soutenir René Akal? Comment on va faire pour que nos 3 provinces, que nos 3 communes puissent voter leur budget en toute quiétude? C'est de ça dont il s'agit. Donc nous, on dit oui, c'est bien. C'est bien de parler d'avenir. Mais notre position à l'Union calédonienne, c'est que l'avenir, elle passe, par régler la situation du pays aujourd'hui. Je vous rappelle que depuis 2017, Elisabeth, depuis 2017, la Nouvelle-Calédonie, pour boucler son budget, a dû faire appel à des artifices. À savoir, depuis 2017, faire appel
à la contribution de l'Office de Poste, du port autonome, du fonds nickel, pour boucler son budget. Et ces 2 dernières années, pour boucler le budget du pays, on a été faire 2 emprunts. Ces 2 emprunts-là, ils vont endetter notre pays pour les 25 prochaines années, à hauteur de 2,650 milliards par an. Mais pour que nos enfants puissent avoir un avenir clair, il faut d'abord qu'on redresse la maison Calédonie. Là. Et est-ce que vous demandez l'aide de l'État également pour paraphraser un grand président de la République, notre maison brûle et on va parler du futur. Non, il faut s'occuper du présent, là. Et parler du futur, ben, c'est de régler le problème qu'on a avec l'État. C'est de régler ces questions de partialité, c'est de régler tout le contentieux qu'on a avec l'État, et après on parlera. Mais bien entendu, je suis d'accord avec ce que beaucoup disent, que l'avenir du pays, c'est entre nous, c'est entre Calédoniens. Je suis fondamentalement d'accord avec ça. Sauf que pour régler ça, il faut que l'État soit d'accord pour régler ça. Il faut qu'elle nous dise quelle est sa vision du pays. Parce qu'on passera obligatoirement à un moment donné, parce que cette discussion avec l'État colonial. C'est de ça qu'il s'agit. On va parler d'avenir alors qu'on n'a même pas fait bilan de l'accord. Quid de la décolonisation, qui est une responsabilité fondamentale de l'État vis-à-vis des instances internationales. Mais vous allez accepter l'audit qui va être fait, puisque vous avez contesté les conséquences sur le oui et le non. Est-ce que là, vous allez accepter l'audit de décolonisation, le bilan des accords, ou est-ce que vous allez estimer qu'il vient d'un État partial et que ce n'est pas une base de travail? Mais l'audit sur la décolonisation, l'État n'a pas voulu le faire. Mais l'Union calédonienne l'a demandé depuis plus de 10 ans maintenant. Il est en cours. La Première ministre a confirmé qu'il était lancé. J'ai envie de dire à la façon des jeunes de ce pays, Madjan, mais depuis le temps, il est temps que ça sorte, ça. Vous parliez des problèmes financiers de la Nouvelle-Calédonie. Vous attendez également l'aide de l'État. Vous allez la solliciter à nouveau pour aider la Calédonie à sortir de cette situation dans laquelle elle est aujourd'hui? Pour le moment, on dit c'est à nous d'abord les Calédoniens de nous retroucher les manches et de prendre nos responsabilités. Ça va être un effort particulier que l'on demande aux Calédoniens, que l'on demande à tous ceux qui veulent vivre dans ce pays de faire les choses. Et après, ben, l'État, elle fera ce qu'elle a à faire. Si elle veut nous accompagner, l'État, s'il veut nous accompagner, nous accompagne. Sinon, ben, il faudra qu'on assume. Oui. Le processus. Mais nous sommes pas. Pour nous, le FNK, il ne s'agit pas d'aller pleurnicher dans les jupes de maman sans avoir pris nos responsabilités. Je veux dire, on est logique avec ça. Le processus, dans les prochains mois, on sait qu'il y a une espèce de deadline qui est le mai par 2024. Exemple, quand on parle d'aide de l'État, Elisabeth, je veux dire, il faut remettre les choses à leur place. Depuis plus de 10 ans, tous les responsables du gouvernement de ce pays, que ce soit le président du 16e, du 15e, tout le monde a demandé qu'on révise la convention fiscale qui lie la Nouvelle-Calédonie à la France. Cette convention fiscale qui, bon an, mal an, fait perdre à la Nouvelle-Calédonie entre 4 et 5 milliards. Mais avant de demander l'aide de l'État, remettons les choses en route. Ne serait-ce que la révision de cette convention fiscale. Vous avez demandé, vous aussi, vous êtes en charge de la fiscalité, vous l'avez demandé, cette révision? Dans la manière dont les dividendes sont taxés dans ce pays, c'est pas normal, quoi. Quand ce sont des actionnaires qui sont hors de la Nouvelle-Calédonie, c'est 5%. Quand ce sont des Calédoniens, c'est 18%. On pourrait en parler de ça. Mais l'aide de l'État, elle passe effectivement peut-être par des prêts, par des subventions sonnantes et trébuchantes. Mais ça passe aussi par la réforme fiscale. Et l'une des choses que l'on demande, et moi-même j'ai écrit en novembre 2021, nous sommes en décembre 2022, pas de réponse. Thierry Santal a écrit. Je peux vous donner la lettre. Avant lui, les autres présidents du gouvernement ont écrit. Vous allez en parler à Gérald Darmanin la semaine prochaine? Ceux qui s'occupent de la fiscalité, le dernier en date, mon collègue Christopher Josès, a fait le courrier. L'État est sourd, n'écoute pas. Pourquoi? Ben parce qu'on préfère donner par les fameuses aides là, vous savez,
Les fameux aides fatales, là. Tu veux quelque chose? Agenouille-toi, je vais t'aider. Alors que nous, on veut se comporter... Vous caricaturez un petit Oui, peu je quand même, caricature. même Mais beaucoup oui, l'aide de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Mais je caricature parce que... On vous a pas beaucoup vu vous mettre à genoux quand même. Mais je caricature parce que c'est comme ça que ça se passe en réalité. Est-ce que vous allez parler de cette question avec Gérald Darmanin Bien lundi? sûr, bien C'est sûr. l'un des Je vais points. lui remettre le dossier et je vais lui remettre le courrier qui a été envoyé au gouvernement précédent. Et ça date de novembre 2021. Le processus maintenant, pour terminer, pour conclure, quel calendrier vous voyez? On parle de mai 2024, la date des provinciales. Il faudrait qu'avant, il y ait une solution statutaire qui soit trouvée. Ça vous paraît jouable? Et Oui. c'est aussi le Oui. calendrier que vous fixez, Oui, vous? oui, on a le temps. On a le temps. Simplement, le message qu'il faut passer aux Calédoniens, c'est que nous avons un héritage commun. Nous avons un héritage commun. Et cet héritage commun, ça s'appelle paix, dialogue. C'est le partage, c'est le rééquilibrage. C'est comme ça que le pays a été construit ces 30 dernières années. Si nous mettons en péril cet héritage-là, on ne sait pas où aller. Donc nous, les Néo-Calédoniens, on dit simplement que c'est le message qu'on en fait toujours passer, que c'est cette voie-là qu'il faut emprunter. On n'a rien inventé, mais il faut y aller. Mais il faut y aller, pas dans une situation de contrainte. Il faut réemprunter les chemins qui ont fait qu'on a réussi dans ce pays. C'est celui des accords de Matignon-Oudinot, c'est celui de l'accord de Nouméa. Mais pourvu que le dialogue soit fait, mais soit fait de manière équilibrée, sans partisans, sans a priori, et qu'on respecte les choses qu'on a écrites. C'est un autre Depuis qu'on a signé l'accord de Nouméa, que... nous n'arrêtons pas de parler de l'esprit de l'accord. Il y a la lettre, mais il y a l'esprit de l'accord. Et cet esprit-là, il faut que ça revienne là. C'est un peu différent du ton que l'on a entendu de la part de Daniel Goa le week-end dernier. Ah non, du tout. Du tout. C'est la même chose, dit autrement. C'est la même chose, sauf qu'avant de parler de ça, il dit les vérités d'abord. Il dit d'où il faut partir. Et il ne faut pas mettre en cause ces choses-là. Mais c'est l'esprit dans lequel l'UC travaille depuis des années. Et c'est l'esprit qui nous... Mais c'est vrai que des fois, on a du mal à comprendre les discours de l'État. On a des fois du mal à comprendre les discours de nos partenaires. Voilà, donc on secoue le cocotier de temps en temps. Et le président de l'Union calédonienne, il est là pour secouer le cocotier. Gilbert Thuénon, premier vice-président de l'Union calédonienne, merci d'accepter notre invitation ce midi. Merci.